Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour un brief hebdomadaire et une analyse graphique. On va se retrouver pendant quelques minutes pour faire un bilan de 2022 et puis essayer d'ouvrir des perspectives pour 2023. Je vous souhaite déjà une excellente année à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos abonnés. Merci à ceux qui me suivent sur Twitter et à nos abonnés sur YouTube. C'était une année très riche, assez particulière. On a, sur fond de guerre en Ukraine, d'inflation, de changement de politique, de banque centrale et de Covid, essayer de manœuvrer et de détecter avec vous les intérêts sur le marché, ce que font les mains fortes. Encore une fois, notre idée, notre métier, c'est pas d'essayer de deviner l'avenir, mais c'est d'essayer de détecter ce que font les mains fortes, les grosses mains du marché, et c'est ce qu'on essaye de faire au travers des graphiques, au travers du calendrier macroéconomique aussi, bien sûr, et de l'évolution de l'économie, et puis bien entendu au travers des forces sur les marchés dérivés notamment qui nous aident, au travers des volumes, d'essayer de trouver des outils qui se rapprochent des outils professionnels pour vous guider au mieux et vous aider à prendre les bonnes décisions. Ça a plutôt pas mal fonctionné pour nous cette année puisque nos abonnés sur Info d'Expert terminent l'année neutre sur le portefeuille investisseur, moins 0,02%, quand le CAC 40 a perdu 9,5%, donc on s'est plutôt bien défendu. Et puis sur le portefeuille Dynamics, c'est 9,75% de performance positive. Donc on est très content de vous proposer cette performance-là. Ça n'est pas un coup unique, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça fait plusieurs années qu'on surperforme l'indice CAC 40 globalement, même si parfois on est en dessous, globalement on arrive à obtenir une performance qui est de l'ordre d'une dizaine de pourcents en moyenne sur les 8 dernières années. Qui est plutôt pas mauvaise. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année aussi de la part des autres membres de l'équipe Info d'Experts, Neil, Jean et Frédéric, avec qui on a pu vous proposer ces éléments, ces recommandations et ce suivi sur les marchés. Voilà, c'est dit pour la performance et les autocongratulations. Non, mais c'est bien de le faire parfois et de vous dire aussi ce qu'on fait. Et on est content parce on se donne du mal pour tout ça et je pense que vous le savez. Bilan d'une année donc compliquée, le CAC 40 moins 9,5%, le Nasdaq moins 33%, en gros sur les grands indices, voilà un peu les extrêmes qu'on peut trouver. L'Europe a donc surperformé, même si les indices comme le Dow Jones, qui sont un peu particuliers, ont moins baissé que ça. On a eu des baisses sur le S&P de l'ordre de 20% aussi. Donc l'Europe se tient plutôt pas mal. Et le CAC 40 n'est pas le dernier. Loin de là, il est même plutôt en tête des indices européens. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça augure peut-être de choses intéressantes pour l'année à venir. Alors, on a dans ce marché, pour l'instant, un scénario qui est très ouvert en début d'année. Moi, je reste avec un biais plutôt optimiste, compte tenu des réactions qu'on a connues récemment. Mais encore une fois, le biais, il faut être capable de le changer et de le faire évoluer en fonction de l'évolution des marchés. C'est pour ça qu'on a des niveaux techniques au-delà desquels on travaille dans un sens prioritaire et puis en deçà desquels on va valider les scénarios. Pour l'instant, c'est plutôt du bon côté du marché, comme en témoigne bien la première séance de l'année. Même si on entame donc cette séance du 2 janvier, nous sommes bien le lundi 2 janvier, il est 15h35. Les marchés américains, anglais et chinois sont fermés aujourd'hui. La plupart vont rouvrir demain. Je reste le Japon qui sera fermé demain toujours. Mais globalement, c'est là où le marché vont s'animer un peu. Pour l'instant, on a un déficit criant d'intérêt sur les marchés. Depuis l'échéance des marchés dérivés du 16 décembre de mémoire, depuis la clôture donc de l'échéance des marchés dérivés des 4 sorcières de mois de décembre, il n'y a pas eu d'intérêt du tout sur les indices. L'intérêt a diminué, quel que soit le sens. On n'a pas beaucoup bougé non plus, vous me direz, sur les indices, mais les opérateurs sont très en retrait. On a vu plutôt destruction d'intérêt globalement, alors, très peu. Grosse destruction au moment de l'échéance, de 20 à 30% selon les indices majeurs, que ce soit le S&P ou l'Eurostoxx, et puis pas de reconstruction d'intérêt depuis, ce qui est relativement rare. Donc difficile de détecter un sens prioritaire, et ça se traduit dans les cours, on le voit bien. C'est ce qui me permettait de vous dire, attention, décalage dans le vide et trading range. Tant qu'on n'a pas d'éléments directionnels un peu marqués, que ce soit par les volumes ou par les positions ouvertes, on n'a pas de mains fortes qui interviennent sur le marché. Reste qu'on a quand même vu des niveaux d'accumulation au mois de juin dernier, et puis au mois de septembre aussi, et que il s'est probablement passé quelque chose sur des niveaux un peu plus bas, et que les opérateurs globalement
pour certains, sont restés un peu sur place, n'ont pas trouvé de point d'entrée, et on voit qu'on a eu du mal à consolider, que la consolidation s'est mise en place de façon un petit peu brutale, sur fond d'échéance technique des marchés dérivés, et depuis, on ne bouge plus. Donc c'est un marché qui est pour l'instant en train de stabiliser, duquel à court terme, eh bien, le scénario reste assez ouvert, même si on voit toujours des forces de rappel, et même si on n'arrive pas à aller chercher les niveaux de retracement maximum, j'allais dire, on va voir ça graphiquement. La consolidation est toujours en cours, on n'a pas eu de figure de retournement haussière, même si les premiers indices de l'année laissent à penser que les choses se mettent en place, mais encore une fois, il ne faut pas courir après le papier, pas de faux mots dans ce marché, même si on a un biais un peu haussier, même s'il y a de belles choses qui se passent sur certains titres, en retard notamment, dès aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, il faut attendre un peu que le scénario se construise. On peut tout à fait former de nouveaux contre-pieds. On l'a vu un vendredi dernier, le marché est parti à la baisse, puis il se retourne en fin de séance aux États-Unis. Encore une fois, donc ne pas prendre pour argent comptant des éléments et des évolutions de marché qui à très court terme ne sont pas encore significatives compte tenu du manque de densité, du manque d'intervenants et du manque de drivers pour prendre des décisions. On a pris un biais clairement en septembre et octobre dernier, un biais haussier. On rappelle des avalements haussiers majeurs sur la plupart des indices européens. DAX, Eurostoxx, CAC 40, c'est quand même un signal très très fort. Ça s'est traduit par une hausse forte ensuite. Pour l'instant, on consolide et c'est plutôt normal et c'est tant mieux que ça se passe dans ce sens-là. Mais encore une fois, l'intérêt sur les futurs eh bien, laisse le scénario ouvert dans les jours à venir, donc il ne faut pas se précipiter, être plutôt opportuniste sur des niveaux d'achat sur repli pour l'instant. Et puis si les niveaux sont invalidés, eh bien, on travaillera différemment et pour l'instant c'est le scénario principal. Du côté des couvertures dans les portefeuilles, globalement les opérateurs sont couverts, mais comme l'intérêt est faible, il y a un petit risque sous certains niveaux, on va les observer ensemble, sous certains niveaux techniques, mais globalement on voit que les forces de rappel fonctionnent bien, et dès qu'on revient sur l'indice CAC 40, et bien sur les niveaux actuels, autour de 6004, 6005, il y a des forces de rappel assez rapidement, le marché revient assez vite. Donc pour l'instant ça c'était plutôt couvert, mais avec, attention, une petite position ouverte du côté des options. Sur les indices Eurostoxx, c'est couvert, clairement. Sur les indices américains, le S&P, le ratio indique de la prudence de la part des opérateurs. Je suis un peu plus mitigé sur les options sur actions sur le S&P. Là, on a un indice de couverture qui est un peu plus bas, méfiance. Alors, on voit depuis plusieurs jours un indice qui est pris en intraday, qui est un indice ratio qu'on appelle le ratio put-call, qui n'est pas le ratio put-call, qui est le nombre d'options de vente traitées sur une séance par rapport au nombre d'options d'achat. Et certains jours, il monte très haut. Et ça, il ne faut pas le prendre comme un niveau de couverture important sur les options sur actions US, mais comme une information ponctuelle. Donc, qu'il y ait beaucoup d'options de vente traitées d'un coup avant un chiffre ou avant une publication, ça donne un signal de prudence de la part des opérateurs, ça limite en cas de baisse, mais deux choses importantes, non seulement, c'est pas le ratio put-call, qui est plutôt équilibré à optimiste sur les options sur actions américaines, sur les indices prudents, mais sur les options sur actions assez équilibré, et c'est un chiffre ponctuel qui n'indique pas le consensus, mais un élément rapide de marché, un élément instantané, donc à prendre avec de recul. Or, je vois souvent qu'il est utilisé comme si c'était un niveau de prudence de la part des opérateurs. Alors, il se trouve qu'en parallèle, le consensus est prudent, et quand on écoute les discours des opérateurs, il y a plusieurs sondages qui ont été faits auprès des opérateurs, les opérateurs sont plutôt prudents pour ce début d'année, même s'ils restent constructifs et optimistes sur l'année. Alors, ça nous donne des éléments importants et intéressants, c'est qu'il y a du cash disponible et des opérateurs sous-investis. Ça, c'est plutôt dans le sens favorable pour l'année à venir. Pour l'instant, on n'a pas encore une fois, de directionnel fort ou de débordement de niveau technique qui nous permettent d'accélérer nos positions, même si on reste, nous, en ce début d'année, assez investis. Voilà, du côté du consensus. Alors, le déterminant de cette année, ça va être évidemment récession ou pas. Est-ce qu'on va avoir cet atterrissage en douceur ou non? C'est ça qui va changer les choses. On me rappelait récemment que le point bas se fait en général au moment de la récession et pas avant. Donc si c'est le cas, on n'a pas encore vu les points bas. Ce qu'on en lit graphiquement pour l'instant nous indique plutôt le contraire, mais ça n'est que pour l'instant. Il va falloir voir la construction de ce début d'année. Encore une fois, on va regarder ces niveaux-là. Pour ce qui est du calendrier macroéconomique, si c'est calme aujourd'hui, parce que pas mal d'indices fermés, ça va s'animer dès demain. Dès demain, mardi, donc 3 janvier, on aura les PMI manufacturiers en Chine. Donc dès l'ouverture, ça va animer sûrement un peu les choses. Mercredi, ce sera les PMI manufacturiers d'ISM aux États-Unis. Donc PMI, un des directeurs d'achat. C'est un indicateur qui est avancé sur la santé de l'économie. Donc ça, c'est important. Ça aura une incidence. Et puis on aura le compte rendu mercredi soir du FOMC. Donc
donc le compte rendu de la dernière réunion de la Fed du 14 décembre dernier. Donc ça va être évidemment au centre de l'attention des opérateurs et d'essayer de détecter des éléments de détail dans le discours, dans le texte, dans le compte rendu, pour voir si on peut savoir un peu plus sur l'évolution de la politique monétaire des banquiers centraux à venir. Jeudi, exceptionnellement, ce seront les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête ADP, l'enquête privée. Elle est généralement publiée le mercredi, mais comme le marché est décalé d'un jour, que lundi est férié, eh bien c'est décalé à jeudi. Et puis vendredi, grosse journée de publication avec l'indice des prix à la consommation, donc c'est le chiffre de l'inflation en Europe, qui va être évidemment très important, et les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête gouvernementale, l'enquête la plus regardée par les opérateurs, donc vendredi après-midi, et puis les PMI des services aux États-Unis, vendredi après-midi aussi, donc dense. Alors tout ça, ça va faire bouger les marchés, va donner une indication peut-être, mais je ne pense pas qu'on ait d'initiative très forte ou qu'on parte vraiment sur les indices avant d'avoir la réponse clé qui va être le résultat des entreprises, notamment américaines, qui va débuter à partir du vendredi 13 janvier. Vendredi 13 janvier, c'est le début du résultat des bancaires aux États-Unis. Il va y avoir 5 ou 6 valeurs bancaires qui vont publier le même jour, donc ça va être le début de la saison. Et donc, ça va être le moment où on va en savoir plus sur non seulement les résultats, mais aussi les perspectives des entreprises. Et je pense que c'est ça que les opérateurs attendent pour prendre des initiatives un peu plus fortes et déborder ou invalider certains niveaux techniques. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Beaucoup de choses dans cette introduction, mais c'est important, c'était un début d'année. Et je vous propose maintenant de passer au graphique. Alors on commence comme toujours par l'indice S&P 500, c'est le graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Je conserve toujours à l'écran mon biseau en bleu, biseau ascendant, qui s'est traduit par ce contre-pied et puis mouvement baissier. Alors la cible, on le rappelle, c'est le pied du biseau qui est situé à 3706,74. On n'arrive pas à aller chercher ce point bas pour l'instant. Il y a ces mèches basses que j'aime bien et qui donnent indiquent des forces de rappel depuis 2 semaines maintenant. Dès qu'on repasse sous 3810, eh bien le niveau est défendu. Et on avait indiqué à l'époque l'importance de ces deux gaps du mois de juin et du 22 août, gap hebdomadaire. Vous voyez à quel point ils sont importants. On est calé entre ces niveaux depuis maintenant plusieurs semaines, même si on a fait une incursion en dessous début septembre. Mais pour l'instant, on est calé entre les deux. Ce sont les niveaux qu'il va falloir regarder pour les semaines à venir. Je rappelle les enjeux majeurs sur le S&P. Le S&P, si on dézoome, eh bien on a ce canal haussier de très long terme qui est actif depuis maintenant 2009. On a touché sa borne basse, on l'a un peu enfoncé et puis on s'est réinstallé au-dessus. On s'en approche, donc encore une fois, prudence. Ça ne veut pas dire que la consolidation soit terminée, on a toujours cette zone importante qu'on pourrait aller tester, sur laquelle on pourrait aller construire quelque chose de plus fort, même si on a ces bougies qui sont plutôt favorables dans les médias. Et puis, cette ligne de tendance baissière qui est active depuis maintenant 1 an, depuis janvier dernier, qui a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois maintenant avec l'accélération haussière du mois de novembre et qu'on n'a pas réussi à déborder. Donc ça c'est le gros enjeu pour le S&P, c'est vraiment au-delà de ce niveau-là qu'on pourrait considérer une réactivation haussière et la sortie de la tendance baissière qui reste baissière donc sur le S&P à moyen terme et même s'il y a plutôt de la neutralisation à court terme, on reste quand même globalement au-delà et dans un canal haussier à long terme, on le voit. Alors si on zoome et qu'on se positionne en journalier, on a des éléments intéressants avec donc la ligne de tendance baissière de long terme qu'on voit toujours ici, et puis cette réaction forte sur ce niveau de 3810 testé 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cette incursion une 7e fois et une réaction au-dessus. Alors ça c'est un vrai piège baissier, on croit à l'accélération baissière, on clôture en dessous et on rouvre au-dessus, et ce signal pour moi il est assez intéressant, il est assez important. Il y a eu un peu la même configuration sur le Nasdaq, et ça, une bougie comme ça, c'est plutôt un bon signe. On se souvient d'une bougie du même goût le jour des chiffres de l'inflation du mois d'octobre, qui avait donné un sérieux contre-pied. Eh bien c'est la même chose qui se produit là. La figure est plus petite pour l'instant, on est en début d'année, mais c'est le signal majeur et c'est le niveau important à préserver. Alors, on peut commencer à chercher des obliques. Moi, j'aime moins, on sait toujours que c'est plus compliqué. Je vais enlever l'ellipse pour que ce soit plus clair, mais pour voir si bien l'indice se met dans des zones de congestion et on le constate. Voilà, des niveaux qui sont peut-être en train de se mettre en place. Alors, on peut essayer de resserrer un peu.
Pour l'instant, on a peut-être une forme de triangle symétrique qui se met en place, qui renvoie au début de l'année. C'est pas très fort comme figure, on arrive un peu au bout de ces figures-là, et on va le voir, elles sont un peu plus jolies sur les indices européens, mais on est pour l'instant que 2 points de chaque côté. Difficile de tirer des enseignements forts de ces figures-là, mais on voit bien des cotations qui se resserrent, et puis surtout un niveau qui est défendu depuis plusieurs séances maintenant, 3810, qui va être vraiment notre charnière. Donc tant qu'on est au-dessus de 810, on a ce trading range, 3810, 3933, je l'avais fixé, 933 étant au milieu de cette zone majeure, 3907, 3956. Si on passe 3956, on a encore cette zone importante, donc l'oblique baissière, et puis la zone 4058, 4132, qu'il va falloir tenir. Et on rappelle toujours le même principe, si on sort d'un trading range, on peut le déborder par le haut. Donc encore une fois, des éléments à construire, on voit que c'est assez petit comme niveau. On ne s'attend pas à des mouvements hyper violents dans l'immédiat, mais sorti par le haut, ça donnerait ces cibles-là. Sorti par le bas, bien, on retournerait tester le bas du canal, le niveau de support, pourquoi pas cette zone, et donc aller finir notre consolidation jusqu'à 3706. C'est pas impossible dans le contexte actuel, encore une fois. On a des possibles contre-pieds. Il faudra voir si on tient cette zone-là, et surtout si on va tester ce niveau-là, il ne faut pas qu'on y reste ou qu'on y clôture. On va devoir réagir de façon rapide et voir s'il y a vraiment de l'intérêt, toujours. Encore une fois, du cash, du contre-pied. Dans ce scénario-là et dans cette perspective-là, moi je pense qu'il y aurait des forces de rappel, mais on verra comment se comporte le marché si on y va. Si bien sûr on maintient ces niveaux pour l'instant, on peut travailler dans ce trading range jusqu'aux publications, et c'est ça qu'on va surveiller pour l'instant. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le S&P. Les niveaux, je les ai réajustés peut-être un tout petit peu, mais je ne les ai pas changés franchement. Les indices n'ont pas donné beaucoup d'indications de plus récemment. On va regarder le Nasdaq 100. Alors toujours trading range, on est passé un peu en dessous, on est dans une zone d'alerte, on va tester les points bas de l'année, ce niveau de 10 690, pareil, contre-pied, bougie haussière ensuite. C'est plutôt parti pour une configuration haussière à court terme, au très court terme. Tant qu'on est sous 10 960, on est un peu bloqué. Et puis, encore une fois, ce comportement baissier vendredi et clôture finalement en baisse, mais finalement sur une baisse moindre, moins 0,10, alors qu'on avait quand même eu plus d'1% de baisse à un moment en séance. Encore une fois, tout ça dans des volumes assez faibles. Alors pareil, je suis en train de chercher des obliques. Il y avait cette oblique-là. On n'a pas vraiment de structure, mais pour l'instant, 1, 2, 3 appuis depuis donc octobre, novembre et maintenant décembre sur ce niveau de 10 690. Inutile de vous indiquer les niveaux d'alerte, clairement. On est sous l'alerte de court terme. Ici, ce serait pas bon signe du tout sous 10 690 et notamment 10 690 en clôture. On n'a pas clôturé sous ce niveau depuis des mois. On n'a pas clôturé sous 10 690 depuis juillet 2020. Donc, très très mauvais signal si on repasse en dessous. Il faut vraiment défendre ces niveaux-là. Voilà. Même si on pense que le Nasdaq ne va pas être l'indice fort de cette année, il y a des choses à faire sur le Nasdaq, on va le voir. Et regardez ce qu'il en est. Petite parenthèse, on fera un zoom sur quelques valeurs en fin de vidéo qui me semblent intéressantes pour justement l'année, notamment des valeurs du Nasdaq. Alors, maintenant qu'on a vu le Nasdaq, je voulais vous montrer évidemment le VIX, comme toujours, qui a un comportement quasi idéal, parce qu'il indique bien que les opérateurs sont prudents. Le VIX... il est... pardonnez-moi, je ne retrouve pas mon graphique. Alors, excusez-moi pour le petit décalage. Le VIX, il est... Voilà, pardon, excusez-moi, je suis désolé pour la lenteur, je ne retrouvais pas. Voilà, le VIX, il a un comportement parfait, presque pour l'instant, parfait pour une bonne tenue des marchés. Il est toujours dans la zone d'alerte, dans la partie basse de la zone d'alerte, pas trop tendue, et il teste le niveau de 21,50 qu'on avait déjà identifié. On n'est même pas en zone de vigilance, on défend toujours le support à 20,12, donc on est dans un petit trading range, avec donc des opérateurs prudents, mais pas de panique, loin de là, et tant qu'on n'est pas au-dessus de cette médiane et donc de cette oblique, on a un marché qui est juste
prudent et qui reste bien dans une optique de risque prudent, de gestion de risque prudente et assez technique. Donc voilà, de retour sous 18,65, on arriverait en optimisme, ça laisserait encore de la marge, ça n'est qu'en dessous de 15,40 qu'on pourrait considérer qu'on est complaisant. Vous voyez qu'on en est loin pour l'instant et on n'est plus dans ce niveau d'alerte fort qu'on avait vu précédemment, donc toujours une volatilité qui est intéressante et qui, à mon sens, est un peu idéale compte tenu du contexte. On passe maintenant en Europe. Alors, je voulais vous montrer un graphique intéressant que je dois à Jean-Charles Gand, qui est analyste chez Market Securities et qui nous a présenté ce graphique-là au cours de la réunion de l'AFAT des 30 ans de l'AFAT. Et je veux dire qu'il me parle beaucoup, c'est le Stoxx 600, l'indice Stoxx 600 qui a débordé, et c'est ça qui m'intéresse pour la suite et les mois qui viennent. L'indice Stoxx 600, c'est l'indice le plus large possible en Europe, et donc c'est un graphique de très long terme, et on voit que l'indice Stoxx 600 ici a débordé ce niveau de 400, 401,08 si on veut zoomer, mais 400 qui n'avait pas réussi à déborder en 2000, ni en 2008, ni en 2015, qu'il avait tenté de déborder avant Covid et qu'il avait réintégré au moment de la crise Covid et qu'il a débordé dans le courant de l'année 2021 sur lequel il a formé un throwback et sur lequel il est en train manifestement de rebondir. Donc il s'est vraiment réinstallé au-dessus. J'y vois moi un signal haussier pour le moyen long terme, c'est vraiment un signal important et un signal de surperformance possible de l'Europe. Enfin peut-être, voilà, mais un signal vraiment très fort, hein, encore une fois, des niveaux inviolé en clôture depuis les années 2000. C'est dire qu'il y a quelque chose de fort qui se met en place. Voilà, encore une fois, je le dois à Jean-Charles Gand. Mais je voulais vous le montrer pour vous donner des perspectives sur l'année. Donc un signal haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau, ça peut aussi servir de pivot tant qu'on est au-dessus de 401,08. Donc pourquoi pas aller retracer, s'appuyer encore dessus, ce sont des choses de long terme pour aller ensuite accélérer dans les semaines qui viennent. Mais on est du bon côté de cet indice qui déborde des niveaux majeurs de très long terme. Alors on va aller zoomer sur nos indices traditionnels européens cette fois-ci. On va regarder l'indice Eurostoxx 50. Là, vous avez des niveaux majeurs, si vous les voulez, en mensuel, hein, 3745 en bas, 4400 en haut sur l'Eurostoxx. Ça va être des grosses zones à travailler, mais bien sûr, on va zoomer nous pour voir les choses plus proches. Alors, on voit bien, hein, pareil, tentative d'enfoncer en hebdomadaire 3802,5. Et puis, on repasse au-dessus. Je zoome tout de suite sur le journalier pour avoir des niveaux un peu plus précis. Voilà, on avait donc cette structure de retournement qui s'était mise en place, on est allé bien chercher les cibles. Je vous parlais d'un trading range, bien, on est dans la borne basse du range, la médiane c'est 3845,70, je crois que j'ai réajusté aussi sur l'Eurostoxx les niveaux pour ceux qui veulent les reprendre, mais 3802,5 est un niveau majeur, c'est clairement notre alerte de court terme, on avait tenté de l'enfoncer et puis à nouveau ce contre-pied et cette séance de hausse aujourd'hui, donc un bon signal, encore une fois avec des volumes qui sont assez maigres compte tenu de l'absence d'intervenants, mais donc voilà les bornes pour l'instant, tant qu'on est entre 3802 3873,50, consolidation latérale. Déjà, le fait de repasser au-delà de 845 sera un bon signal. On voit que même aujourd'hui, on n'a pas réussi, on n'est pas parvenu à se réinstaller au-dessus. En revanche, la rupture de 3802, une nouvelle fois et en clôture, eh bien, renverrait probablement à notre niveau d'alerte de moyen terme au moins, qui est situé entre 3725 et 3745. 3745 est un niveau majeur. Il ne faut vraiment pas se réinstaller en dessous. Donc, on continue la consolidation pour aller construire quelque chose, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne doit pas aller au-delà. En revanche, on peut commencer sur l'Eurostoxx à tracer des obliques. On est peut-être en train de s'installer au sein d'une figure de consolidation. Alors on rappelle que le triangle symétrique, eh bien, on a 60% de chance d'aller dans le sens de l'origine. Donc quand on vient du haut, de sortir par le bas, donc il y a un petit risque baissier qu'on ne peut pas négliger, c'est la taille du triangle, donc ce serait dans cette zone d'alerte de moyen terme. C'est un risque qu'on ne peut pas négliger. 40% de chance de sortir par le haut, et cette figure elle pointe eh bien, début janvier aussi, un peu avant la saison des publications des entreprises. On va voir si on continue à travailler en son sein. Pour l'instant c'est le cas, l'indice les respecte bien et c'est des bornes nouvelles, hein, puisqu'elles datent de ce matin, qu'on va pouvoir surveiller et travailler dans les heures à venir. Voilà pour l'Eurostoxx. On va passer au DAX 40. Lui, on va regarder en hebdomadaire, donc toujours une configuration assez propre, un niveau qui a été bien défendu, 13 890.
on évolue un peu sans tendance, on a du mal, toujours de façon un peu latérale depuis 3 semaines maintenant, on entame en tout cas cette troisième semaine. Voilà, on n'a pas de tendance claire ni forte pour l'instant, on est en légère hausse sur le DAX, le marché tient pour l'instant, au-delà de cette alerte de court terme, 13 890, on peut aller l'enfoncer, aller chercher 13 526, ça donnera une petite accélération baissière. En revanche, ce niveau-là, il faut le défendre à nouveau, sinon le risque c'est de retourner chercher au moins cette zone-là et le canal baissier au sein duquel on a évolué en 2022 et qu'on avait fini par déborder en novembre. Encore une fois, il ne serait pas bon signe de retourner sur ces niveaux-là, ça voudrait dire l'invalidation de cette sortie et de cette structure, c'est important. Voilà pour le DAX. Je vais vous montrer un autre indice européen pour vous montrer à quel point on est dans une zone de doute. C'est le MIB, le FTSE MIB, l'indice italien. Alors lui, je vais dézoomer en mensuel. Voilà, le MIB, eh bien, on le surveille depuis 2009, il évolue et il lutte autour de ce niveau de 24 080 et on entame l'année autour. On est en baisse sur le MIB. Pour commencer non, pardon, c'était la dernière bougie, il est en différé, excusez-moi. C'est bien la bougie à vendredi dernier. Donc, contre-pied, probablement le MIB, excusez-moi, il est indifféré. Contre-pied donc de vendredi dernier, on est probablement plus haut sur le MIB aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer surtout à quel point on s'articule autour d'un niveau charnière qu'on essaye de déborder, un niveau qui était résistance 5 fois déjà depuis 2009-2010 et sur lequel on avait, au-delà duquel on avait réussi à se réinstaller eh bien, ces derniers mois et qu'on a enfoncé en juin dernier. Et donc l'enjeu est important, si on arrive à se réinstaller au-dessus, eh bien on a 26 940 en mire et pourquoi pas 32 880 comme perspective importante puisqu'on sortirait de cette congestion enfin qui date de plusieurs années, mais c'est dire à quel point on est sur un niveau charnière. On va bien sûr zoomer sur notre futur CAC 40 qu'on va regarder en 14 heures. Cette fois-ci, c'est du temps réel. Alors, beaucoup de niveaux, mais on a évolué dans une zone de congestion latérale pendant plusieurs jours. C'est ce qu'on évoquait. Trading range, donc trading range, la borne basse, un peu enfoncée vendredi. Notre tolérance intraday, bien, elle a bien fonctionné. Et encore une fois, cette bougie qui termine dans le bas et contre-pied aujourd'hui, on ouvre parfaitement sur le bas du range, 6482,5. Ceux qui suivent les graphiques déjà depuis quelques temps ont bien le niveau en tête. Donc cette zone-là est bien payée 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 fois. C'est quand même un signe de force, de résilience. Il y a toujours des forces de rappel sur ce marché. Donc la configuration ne change pas sur l'indice. Trading range 474 en bas, 608 en haut. Tolérance intraday, bien on l'a fait, donc ce serait pas bon d'y retourner, mais tant qu'on est au-delà de 6450,5, tout va bien. En revanche, en dessous, l'alerte de court terme se déclencherait et on irait chercher probablement 6323 autour, peut-être un petit peu plus bas, et aller tester donc notre oblique de long terme. Je vous rappelle que c'est la borne haute du canal baissier qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant et qu'on avait débordé au mois de novembre dernier, j'insiste pas. On l'a fait plusieurs fois. Les autres actifs que je vais vous montrer sont, pour commencer l'année, le dollar index, qui a une configuration intéressante depuis plusieurs jours maintenant, toujours baissier, et le dollar index est en train de rompre le niveau de support, en tout cas de 103,95, en tout cas vendredi dernier. Et donc de poursuivre son mouvement baissier, sa consolidation du dollar. Alors, c'est pas très fort, ça s'arrondit un petit peu, et les volumes sont très très maigres, donc il va falloir confirmer ça, mais ça va dans le sens, évidemment, de son pendant et d'une éventuelle poursuite haussière sur l'euro. L'euro qui a une position ouverte qui est au plus haut depuis mars 2021. Le Commitment of Traders, le CFTC, publie la position nette spéculative et elle monte et elle est au plus haut sur l'euro qui donc reprend des couleurs nettement. On rappelle qu'on avait touché cette cible à 1,0694. On bute dessus et sous ce niveau de résistance 1,0720. On est encore allé le chercher et on travaille en dessous. Pas d'invalidation, pas de figure de retournement. Tant qu'on est au-dessus de 1,0555, on va peut-être même remonter ce niveau-là parce qu'on a créé une zone de polarité ici, un niveau de résistance débordé, puis un niveau de support qu'on travaille. Donc voilà, on va positionner
notre niveau de pivot à 1,0578. Tant qu'on est au-dessus, des chances d'accélérer à la hausse. Si en revanche on passe en dessous, on devrait dupliquer ce trading range ici pour repartir vers le bas et aller chercher donc les niveaux aux alentours de 1,0421. Pour l'instant, ça reste haussier. Sur le Brent, même configuration toujours intéressante et un Brent qui est en hausse pour commencer l'année de 2,94%. On l'indiquait depuis quelques temps, un canal baissier, on regarde le Brent là en hebdomadaire, un canal baissier actif depuis mars dernier, très bien travaillé, et sur lequel on a rebondi sur la borne basse, et donc pour poursuivre un rebond, on vous disait qu'on travaille dans le sens acheteur sur la borne basse du canal baissier, c'est le cas. Pour l'instant, 86-80 en résistance forte, hein, c'est un niveau sous lequel, au-delà duquel on a travaillé pendant plusieurs semaines, qu'on a réintégré récemment. Donc attention à ce niveau-là, le débordement déclencherait de l'accélération. Tant qu'on est en dessous, risque de rejet jusqu'à 81-40. Pas d'invalidation du mouvement tant qu'on est au-dessus de la zone 79, 30, 80, 40. En dessous, ça risque d'accélérer un peu à nouveau et de retourner chercher le bas du canal. Donc pour l'instant, une neutralisation avec un biais baissier sur le Brent toujours. Mais ça se tient. L'or et l'argent, l'or donne des signaux intéressants. L'or est allé déborder enfin son niveau de 1814,59. C'est une cible importante, c'est un niveau de support majeur. Qui a été assez actif pendant les mois précédents. Alors on le voit avec pas mal de mèches, mais il y a quand même une accélération haussière, des volumes qui sont toujours intéressants. Du côté de la position ouverte, pas d'éléments majeurs, ça remonte un peu, mais c'est pas énorme, mais ça reste haussier pour l'or, qui reste une de nos pondérations importantes pour les mois à venir, et qui s'est pas mal comporté cette année au regard des autres actifs, donc qui a fourni une bonne défense dans un marché compliqué. Alors évidemment, l'or ne produit pas de dividendes, ne donne pas d'intérêt, mais permet de donner une bonne protection. Et c'était un peu plus le cas cette année, même si ça n'a pas été tonitruant. L'argent, eh bien l'argent, position hebdomadaire, n'est toujours pas allé chercher cette cible haute. Alors on n'aime pas trop ces grandes mèches hautes de rejet, mais on accumule quand même toujours en partie haute. Il n'y a pas de signaux de retournement à court terme. Et puis surtout, l'argent, la position est au plus haut de septembre 2022. On atteint des niveaux d'avril 2022. La position ouverte, augmente. Régulièrement, donc sur l'argent, la position ouverte augmente régulièrement depuis septembre dernier et on atteint des niveaux d'avril dernier. Donc sur la position nette spéculative, on voit qu'on avait pas mal consolidé ces derniers temps, donc il y a de l'intérêt qui se construit, des volumes aussi autour de l'argent, donc ça reste un actif fort, un trend fort. On était très surpondéré, on a pris un peu de bénéfices, on a quand même une pondération de l'ordre d'une dizaine de pourcents toujours sur l'argent pour les semaines et mois qui viennent. C'est une position de très long terme. On rappelle qu'on avait accumulé dans cette zone 18,26, 19,67, donc effectivement maintenant on a déjà on s'est éloigné de ce niveau-là. Reste que les perspectives à moyen long terme sont importantes. Je dézoome et je vous montre le graphique de l'argent qui était quand même monté à plus de 30 en août 2020 et qui s'offre donc des perspectives de hausse importantes au débordement de la zone 24,40, 25,32. Mais il faudra déjà aller chercher cette cible-là. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les différents indices. On a donc pas mal d'éléments, un peu d'incertitude en début d'année. Vous comprenez que le biais reste haussier pour l'instant et avec des perspectives intéressantes. Il y a pas mal de titres qui donnent des signaux importants à court terme. On ne va pas zoomer sur tous. Je voulais vous montrer en fait parmi les valeurs un titre en particulier qui est Google pour illustrer cette idée que même si l'année va être probablement compliqué, même si les anciens surperformeurs des 10 dernières années et les indices forts, donc comme le Nasdaq, ne seront peut-être pas les mêmes dans les mois qui viennent, on va le voir, mais il y a peut-être une rotation qui est en train de se mettre en place. Il y a quand même au sein de ces indices des valeurs qui pourraient surperformer. Moi, j'y vois de l'intérêt sur des valeurs comme Google, par exemple, alors Google ou d'autres, mais je voulais vous prendre cet exemple-là. Peut-être ce sera plus compliqué pour des titres comme Meta, bien entendu, qui est en train de former une mutation de fond, mais on a des choses intéressantes. Peut-être aussi Apple, même si les ventes se portent très bien encore, sera difficile d'être le surperformeur historique. En revanche, vous voyez, Google évolue en hebdomadaire
au sein d'un biseau. Google est quand même monté à 150, elle a perdu 50% de sa valorisation au cours des derniers mois, quasiment 48%. Elle arrive sur un niveau de support clé au sein d'une structure en biseau. Donc pour de l'accumulation de moyen long terme, tant qu'on est au-dessus de 80, 60, 87, 60, ça peut être un titre intéressant à surveiller et donc dont on surveillera l'évolution pour les mois qui viennent. Voilà, au titre de stock picking et de valeurs qui individuellement peuvent présenter des configurations importantes. En dessous de 80 à 60, on n'insisterait pas, mais ça laisse un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant pour un titre dont le modèle est vraiment fort et vraiment intéressant. On parle beaucoup de Google pour évidemment le moteur de recherche, la data bien entendu. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont intéressants. Je vous invite à lire l'article de Louis Yang du Café de la Bourse qui était vraiment bien fait sur le sujet au mois d'octobre dernier. Attention, il y en a plusieurs, mais celui d'octobre dernier sur Google qui est très complet, qui vous en donnera plus d'informations. Voilà pour le côté graphique. Alors, parmi les valeurs et les secteurs. Pour ce qui est des secteurs, on n'a pas de secteur très très fort pour l'instant, même si côté bancaire, ça surperforme. On a toujours le secteur de l'énergie. Alors je peux vous remontrer le graphique, puisque vous savez que c'est un secteur qu'on a pondéré de façon importante depuis plusieurs mois et sur lequel on est réentré récemment. L'énergie, il est ici. Voilà. Vous l'avez là, donc un canal haussier de long terme actif, on rappelle, une congestion, je vais me mettre en mensuel, une congestion de long terme, et puis une sortie par le haut puissante, et des valeurs qui payent depuis, on rappelle que la pondération c'est Exxon, Chevron à l'intérieur, et donc là récemment, retour sur le bas du canal et puis un rebond qui s'est mis en place et un secteur qui surperforme pour l'instant, donc important à surveiller pour les semaines qui viennent. Les secteurs bancaires surperforment aussi très nettement et commencent l'année assez fort. On est bien au sein du CAC 40 BNP et Crédit Agricole sur lequel on est rentré. Pour les mois qui viennent. Le secteur automobile réagit bien en ce début d'année aussi et les équipementiers en profitent. On est entré aussi sur des valeurs comme Valeo. On va chercher des points d'entrée sur Forestia. On considère que ce sont des acteurs qui vont pouvoir bien aider les équipementiers, donc aider les constructeurs dans la transition énergétique et qui vont en bénéficier probablement de cette transition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de ce côté-là et ça fait partie des recoveries très possibles dans les semaines ou mois qui viennent. Et puis il y a le secteur des small et mid caps qui globalement, même si on le prend sous forme de panier, surperforme depuis quelques jours. On disait que les signaux étaient frémissaient, ça se confirme un petit peu en ce début d'année. Alors encore une fois avec des volumes faibles à confirmer, mais des recoveries possibles et ça peut être une année intéressante pour ces secteurs qui ont, ces compartiments du marché qui ont sous-performé au cours des derniers mois. Alors parmi les valeurs, j'en ai noté pas mal. Je vais vous les citer un petit peu en vrac. Je ne les passe pas tout en revue, mais vous pouvez vous faire vos idées dessus. Au sein du CAC 40, il y a Michelin, Saint-Gobain, Safran, BNP, Crédit Agricole qui nous semble surperformer. Il y a toujours Schneider Electric aussi dans la transition énergétique qui est un titre dont la configuration graphique est peut-être un petit peu moins favorable à court terme, mais qui pour les investisseurs de moyen long terme est intéressante. Après, parmi d'autres valeurs, des moyennes et les petites capitalisations, cette fois-ci en vrac, on est rentré nous sur McPhy qui se comporte plutôt bien, et à Chargeur qui a aussi une configuration intéressante qu'on a renforcée nous, qu'on travaille en dynamique depuis plusieurs jours, qu'on a renforcé la semaine dernière à titre investisseur. Il y a Lumibird qui bouge sur des choses beaucoup plus spéculatives. Il y a Verimatrix que vous pouvez surveiller aussi. Bonduel, on en a parlé plusieurs fois, son parcours est plutôt bien depuis plusieurs semaines maintenant. Ruby aussi est en train de sortir de sa zone de congestion depuis plusieurs mois, donc c'est toujours important. Mercialis aussi a une structure à surveiller intéressante. Séché Environnement qui est toujours sur des plus hauts mais qui se comporte bien. On rappelle que le principe de l'analyse graphique c'est que les valeurs qui sont les plus fortes sont probablement celles qui vont perdurer dans leur tendance, dont la tendance va perdurer. Ça peut être le cas pour des titres comme ça qui ont le vent en poupe. On a OVH sur lequel on est positionné aussi qui performe bien et des configurations intéressantes sur Boiron qui tient très bien, Guillemot ou encore Jacquet Metal à surveiller. Alors c'est pas des titres qu'il faut rentrer comme ça absolument dans des portefeuilles, ce sont pas des conseils d'investissement à prendre les yeux fermés, c'est à adapter selon vos portefeuilles. Vous connaissez tous les disclaimers de circonstances, mais voilà des choses qu'on va surveiller.
de façon constructive pour ce début d'année. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour commencer l'année. C'est assez dense, mais je voulais vous faire un bilan complet. Je vais m'absenter quelques jours pour commencer l'année et attendre un peu la saison des résultats. Donc vous l'avez compris, de la macro cette semaine importante, détecter les intérêts. Bien sûr, je serai disponible sur les réseaux pour vous envoyer l'état de l'évolution de la position ouverte, notamment sur les marchés dérivés, qui va nous donner bien des indications quant aux intérêts des opérateurs. Mais je pense que tout ça va se mettre en place gentiment, même si le biais est plutôt positif pour ce tout début d'année. Eh bien, c'est à partir du 13 janvier, encore une fois, que les choses devraient se décanter franchement. Voilà, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023 et j'espère vous retrouver nombreux sur les réseaux. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, retweeter, vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis on va se retrouver pour d'autres éléments et des petites surprises dans le début de l'année, j'espère. Voilà, très bonne semaine à tous.